Donc troisième partie sur les urgences abdominales, je vais vous faire surtout ce qui n'a pas été fait, en rappelant les éléments importants, et j'insiste jamais assez sur le fait que dans les urgences abdominales, il y a toujours une douleur qui est quasi constante, et que la douleur c'est vraiment important à analyser, qu'il faut aller voir les patients, qu'il faut savoir exactement où ils ont mal. On parlait tout à l'heure d'appendicite, d'appendagite. Là pour ça que c'est peut-être parfois plus facile de faire un diagnostic en échographie, parce qu'en appuyant avec la sonde en échographie à un endroit précis, on a une idée exactement du siège de la douleur. En scanner, on ne l'a pas forcément. Si on va pas voir le patient, donc allez voir les patients pour vous orienter dans votre diagnostic, allez voir exactement où ils ont mal, faites-leur raconter un petit peu leur histoire, n'oubliez pas la clinique, c'est fondamental. Après, en fonction des associations, il y a un certain nombre de choses qui ont été traitées, comme les occlusions, la fièvre, le syndrome péritonéal. Il va surtout nous rester, nous, ce qui est hémorragie et choc, qui n'a pas été traité jusqu'à présent. Pour les explorations, c'est pas la peine d'insister non plus, tout a été bien expliqué. Là, vraiment l'abdomen sans préparation, je crois qu'aujourd'hui il faut apprendre c'est pas à nous d'apprendre, c'est à nos collègues, il faut vraiment leur apprendre à ne plus le faire. Quand on fait derrière un examen plus sophistiqué, c'est complètement stupide d'empiler les examens. Quand on sait qu'on va faire un scanner parce que le patient a une occlusion et qu'on va lui faire un scanner derrière, il n'y a plus aucune raison de faire un abdomen sans réparation aujourd'hui. L'échographie, on vous l'a dit, c'est pour des cibles particulières, en particulier l'enfant, l'adulte jeune, la vésicule, la gynéco, c'est fondamental. Pour le reste, le scanner est quand même globalement au premier plan et l'artériographie a surtout un rôle aujourd'hui de traitement. Donc la pancréatite aiguë, je vais être assez court sur les exposés parce que je vais garder un peu de temps pour j'ai enlevé quelques diapos pour montrer ensuite quelques cas cliniques. La pancréatite aiguë, vous connaissez tous ça puisque c'est du domaine de la médecine pour l'instant. C'est les causes, vous les connaissez, l'alcool au premier plan, les biliaires AL2, ça fait pratiquement 70% des causes. Ensuite il reste des médicamenteuses, il reste les fameuses anomalies canalaires de pancréas divisum par exemple, les pathologies infectieuses, les pathologies tumorales avec les pancréatites d'amont sur tumeur, mais globalement c'est surtout alcoolique ou biliaire. Comment est-ce qu'on va s'orienter entre les deux? Qu'est-ce qui peut vous donner des arguments pour l'alcool en dehors d'aller voir le patient et de lui poser des questions? La stéatose, une stéatose associée dans une pancréatite aiguë est un signe de pancréatite alcoolique. Et puis le terrain aussi, puisque ça va être plutôt un homme entre 40 et 50 ans, alors que la pancréatite biliaire, c'est plutôt de la petite grand-mère, et on ne pense pas que la petite grand-mère puisse s'intoxiquer de façon aiguë avec l'alcool, mais parfois on a des surprises. Donc il y a des symptomatologies que vous connaissez bien, la biologie est importante, bien sûr, parfois on se retrouve à faire des diagnostics de pancréatite aiguë en scanner quand ils ont oublié de faire la lipasémie parce que le tableau n'était pas suffisamment typique, mais c'est un élément fondamental à tel point qu'à partir du moment où la biologie a établi le diagnostic, le scanner n'est plus indiqué en urgence, il est indiqué à 72 heures. Le pronostic initial, ce sont les scores de Ronson. L'abdomen sans préparation, comme dans beaucoup de domaines, est relativement inutile. Et l'échographie peut être intéressante si on cherche des calculs biliaires ou si on est un peu perdu dans le diagnostic et qu'on se retrouve à avoir des anomalies du pancréas chez quelqu'un chez qui on ne soupçonnait pas une pancréatite aiguë, mais dès qu'on soupçonne une pancréatite aiguë, même si on a des doutes diagnostiques, a priori on ira plutôt vers le scanner. Le scanner initial uniquement si on a des doutes diagnostiques ou dans les formes sévères. Sinon, c'est à 72 heures pour faire le bilan d'extension des lésions. D'un point de vue technique, le scanner, on fait en général, dans le premier bilan, des coupes sans injection, surtout si on cherche des calculs, mais on sait que le scanner n'est pas forcément très bon pour retrouver les calculs. Il peut passer complètement à côté de lithiases, puisque les lithiases peuvent être de densité ISO par rapport au liquide. Puis, on fait une acquisition, soit mono, soit biphasique, avec une bonne phase vasculaire sur le pancréas, pour obtenir une information sur la nécrose. En revanche, dans les scanners ultérieurs de suivi, on va privilégier souvent des baisses d'irradiation chez les patients qui vont avoir des scanners à répétition, et on va plutôt faire des injections d'emblée
en intellectualisant un tout petit peu la zone à couvrir en fonction du scanner initial. On n'a pas forcément obligation de refaire un scanner de tout abdomen chez quelqu'un qui avait une pancréatite initiale à 72 heures déjà relativement limitée. On ne fait l'abdomen que si on ne fait le pelvis que si au départ il y avait des lésions déjà significatives sur le bilan 72 heures. Mais là, de toute façon, là on est loin de l'urgence puisque c'est le suivi évolutif. C'est un peu hors sujet aujourd'hui. Au niveau des résultats initiaux, vous connaissez tous le score de Balthazar. A normal, point très intéressant, ce qui veut dire qu'un scanner normal n'élimine pas une pancréatite aiguë, mais ça élimine une pancréatite aiguë grave. B, élargissement, notion très subjective, bon, qui doit être corrélée à la lipasémie, sinon on peut faire des diagnostics de pancréatite aiguë de façon un peu excessive. Et C, infiltration. Alors la notion entre infiltration ou coulée minime n'est pas toujours très facile à faire. Infiltration de la graisse péripancréatique, mais à la limite ABC, même combat, on va appeler ça des pancréatites aiguës non graves et qui ne vont pas forcément nécessiter de suivi très poussé. En revanche, ensuite on a D et E, et finalement toute la gravité de la pancréatite aiguë est dans le score de Balthazar au niveau du D et du E, le reste étant relativement peu grave. Et finalement, entre le D et le E, on s'est aperçu que la classification ne permettait pas une bonne corrélation au devenir du patient. D'où l'impact d'un score différent, qui est le score avec les index de sévérité, encore appelé Balthazar modifié si vous voulez, qui ajoute en fait au 0, 1, 2, 3, 4 du score de Balthazar, puisque 0 c'est normal, 1 élargissement, 2 infiltration, 3 une coulée, 4 plusieurs coulées, donc qui ajoute à ces points-là un score beaucoup plus avec un coefficient plus élevé, puisque vous voyez qu'on ajoute tout de suite 2 points si on voit un peu de nécrose inférieure à 30%. La nécrose inférieure à 30% n'est pas très spécifique. On peut parfois se tromper et c'est pas forcément un bon signe. Mais 30-50%, oui, 4, ça commence à devenir un chiffre élevé. Et si c'est plus de 50%, plus 6, vous voyez que ça fait monter considérablement le score. Donc c'est souvent la nécrose qui doit être considérée comme l'élément fondamental pour faire le pronostic initial en imagerie d'une pancréatite aiguë. Ensuite, le suivi des pancréatites aiguës. On va suivre les collections, on va regarder s'il y a des signes qui apparaissent pour une infection, en sachant que l'infection n'est souvent pas un diagnostic de scanner, mais plus un diagnostic clinique, et qui va être confirmé éventuellement, si nécessaire, par une ponction guidée sous scanner. Et puis les classiques complications vasculaires, comme la thrombose, ou la compression ou la thrombose des veines mésentériques ou surtout veines spléniques, avec l'hypertension portale segmentaire, et les classiques faux anévrismes par érosion des structures artérielles qui s'accompagnent de faux anévrismes dangereux. Quelques images de pancréatite, avec ici, est-ce qu'on va la classer en C, est-ce qu'on va la classer en D, est-ce que c'est une infiltration, est-ce que c'est des coulées? Vous avouerez que c'est pas si facile que ça de dire, donc on va parler plutôt de C, il n'y a pas vraiment de coulées, donc on va dire C. Mais c'est pas très grave. Ici, on commence à être un peu plus intéressé par l'infiltration est un peu plus importante. Et là, il commence à y avoir une coulée pararénale antérieure, donc on va probablement ici migrer vers du C ou du D. Ici, vous avez une coulée qui est plus nette, beaucoup plus nette, et qui même touche à la fois la loge pancréatique et un petit peu en dehors de la loge, en pararénale antérieure gauche et pararénale. Ça contourne le fascia rénal et ça passe en pararénale postérieure gauche. On va quand même rester probablement dans le D, mais à la limite du E. Et puis là, il n'y a plus d'état d'âme, on est dans le E. Mais finalement, si vous prenez l'index de sévérité, c'est pas rien grave entre le D et le E, il n'y a qu'un seul point. Le problème n'est pas là. Vous voyez